Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers le salon de la modeste maison de village de Jean Moreau en Normandie. À 60 ans, le visage de Jean portait les lignes d'un homme qui avait affronté les tempêtes de la vie, pourtant il y avait une douceur dans ses yeux alors qu'il regardait sa nièce de 5 ans, Zoé, jouer sur le tapis usé. Jean était assis dans son fauteuil préféré, une tasse de café refroidissant dans ses mains. En face de lui, son frère cadet Marc, de 10 ans son junior, était adossé au canapé, sa propre tasse nichée entre ses paumes. Les frères avaient parlé pendant des heures, leur conversation serpentant à travers les souvenirs et les événements actuels, évitant soigneusement le sujet qui pesait lourd dans l'air, l'absence de la fille de Jean, Adèle, disparue depuis 31 ans. La visite était devenue un rituel de fin de semaine depuis que la femme de Jean était décédée d'un cancer 7 ans plus tôt. La maison, autrefois remplie des rires de la famille, se dressait maintenant comme un témoignage silencieux de la perte. Les visites de Marc et Zoé apportaient un répit bienvenu à la solitude qui menaçait souvent d'accabler Jean. Alors que la conversation des frères s'installait dans un silence confortable, la voix excitée de Zoé perça soudainement, « Papa, regarde ces chaussures de ballet que tonton Jean a, elles sont si jolies. » Jean et Marc s'arrêtèrent, la confusion marquant leurs traits alors qu'ils se tournaient pour voir Zoé debout devant une vitrine en verre qu'ils avaient presque oubliée. La vitrine, rangée dans un coin du salon, contenait des souvenirs trop douloureux pour que Jean les affronte quotidiennement. Marc se leva de son siège, traversant la pièce jusqu'à où se tenait sa fille, ses petites mains pressées contre le verre. « Regarde papa, » dit Zoé, sa voix débordant d'excitation, « ces chaussures ressemblent à la taille de mes chaussures de ballet à la maison, est-ce que je peux les essayer ?» Alors que Marc rejoignait le côté de Zoé, Jean les rejoignit, son cœur se serrant à la vue des délicates chaussons de ballet roses nichés dans la vitrine. C'étaient ceux d'Adèle, préservés comme une capsule temporelle du jour où elle avait disparu. Leur vue fit affluer un flot de souvenirs, la première représentation de ballet d'Adèle, ses sessions d'entraînement déterminées dans le salon, la fierté dans ses yeux quand elle maîtrisait un nouveau mouvement. Marc, sentant le poids du moment, dit doucement à Zoé, « Je ne sais pas, chérie, ces chaussures semblent être une taille trop petite pour toi. » Sa voix était douce, prudente, comme si parler trop fort pouvait briser la fragilité du moment. La curiosité s'alluma dans les yeux de Zoé alors qu'elle demandait, « Mais à qui appartiennent-elles » Marc hésita, jetant un regard à Jean, incertain sur la façon de naviguer ce sujet délicat. Jean hocha la tête, accordant une permission silencieuse, « C'est d'accord, » dit-il doucement, tendant la main vers la porte de la vitrine avec des gestes prudents. Jean retira les chaussures de leur lieu de repos, le cuir était encore souple, les rubans légèrement décolorés mais intacts. Il s'agenouilla à côté de Zoé, l'aidant à glisser un chausson sur son pied. Comme Marc l'avait deviné, il était en effet trop petit, mais les yeux de Zoé s'illuminèrent au contact du satin contre sa peau. Le front de Zoé se plissa alors qu'elle levait les yeux vers son oncle. « Pourquoi as-tu des chaussures de ballet ici, tonton Jean ?» Son regard dévia de nouveau vers la vitrine, se posant sur une photographie qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Qui est cette fille ?» demanda-t-elle, pointant l'image d'un enfant souriant avec les yeux de Jean. Marc et Jean échangèrent un regard, une vie entière de chagrin inexprimé passant entre eux. Jean prit une profonde inspiration, réalisant que le moment était venu de partager une partie de son passé qu'il avait longtemps gardé caché. « C'est ok », dit-il plus pour lui-même que pour Marc, elle le découvrirait éventuellement. Marc s'agenouilla à côté de sa fille, sa voix douce alors qu'il commençait à expliquer, « Tu vois Zoé, le ballet a toujours fait partie de notre famille, c'est presque comme une tradition. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, « Tonton Jean avait une petite fille de ton âge il y a longtemps, mais elle a disparu. » Les yeux de Zoé s'écarquillèrent, sa voix tombant à un murmure, « Disparu ? Comment, papa ?» Notant l'hésitation de Marc, Jean s'avança, s'abaissant lui-même sur le sol à côté de Zoé avec des mouvements lents et mesurés. Il pointa la fille en tutu bleu au centre de la ligne, sa voix calme mais chargée d'émotion, « Elle s'appelait Adèle, » dit-il doucement, « elle n'avait que 4 ans quand quelqu'un l'a prise, une mauvaise personne, je ne sais pas qui, mais c'est arrivé il y a longtemps. » Ils fixèrent tous la photographie, le silence lourd d'émotions inexprimées. Après un moment, Zoé parla, sa voix petite mais claire, « Elle était si jolie, tonton Jean, elle te ressemble. »
Jean sourit, une expression aigre-douce traversant son visage. Merci Zoé. Notant la tristesse qui s'était installée sur Jean, Marc guida doucement Zoé loin de la vitrine. Pourquoi ne remettons-nous pas les chaussures maintenant, ma chérie? Suggéra-t-il, fermant la porte de la vitrine avec un clic doux. Se tournant vers Jean, Marc demanda, tout va bien, Jean? Jean secoua la tête comme pour chasser les souvenirs qui menaçaient de l'accabler. Ouais, je vais bien, répondit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, c'était il y a très très longtemps. Alors qu'il s'éloignait de la vitrine, le poids du passé semblait persister dans l'air, un rappel des blessures que le temps n'avait pas encore complètement guéries. Jean se trouva pris entre la chaleur du moment présent et la douleur de ce qui avait été perdu, une lutte familière qu'il avait appris à vivre au fil des ans. La pièce tomba dans un silence lourd, brisé seulement par le tic-tac de l'ancienne horloge grand-père dans le coin. Les yeux de Jean restèrent fixés sur la vitrine, perdus dans des souvenirs d'un temps qui semblait à la fois impossible, distant et douloureusement proche. La tension dans la pièce était palpable, suspendue dans l'air comme un brouillard épais. Jean, cherchant un moment pour se recomposer, se leva lentement. « Je pense que je vais nous préparer des boissons, » dit-il, sa voix légèrement enrouée. « Marc, un verre de Calvados ?» Marc hocha la tête, reconnaissant pour la distraction momentanée. « Ça sonne bien, Jean, merci. » Jean se dirigea vers la cuisine, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. La routine familière de préparer les boissons offrit un répit bienvenu au flot de souvenirs qui menaçaient de l'accabler. Il attrapa 2 verres, le cristal frais contre ses doigts, l'acte de mesurer le Calvados, de presser du citron frais et d'ajouter l'eau tonique était presque méditatif, lui permettant un moment pour calmer ses nerfs. Alors qu'il pressait le jus de citron dans les verres, Jean pouvait entendre le bavardage animé de Zoé depuis le salon, son innocence et son enthousiasme étaient un contraste saisissant avec la lourdeur qui s'était installée sur lui. Il prit une profonde inspiration, forçant un sourire alors qu'il retournait au salon, boisson en main. « Voilà, » dit Jean, tendant un verre à Marc. Juste au moment où il allait s'asseoir, Zoé intervint de nouveau. « Est-ce qu'on peut regarder du ballet ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. « Mon équipe de danse préférée se produit aujourd'hui dans un spectacle. Je pense que ça a déjà commencé mais on peut le recommencer à la télé. » Marc hésita, sentant que ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour une telle demande. « On peut le regarder plus tard à la maison, ma chérie, » commença-t-il, mais Jean l'interrompit. « C'est ok Zoé, » dit Jean, sa voix plus douce que d'habitude, « allume la télé, c'est trop calme ici de toute façon. » Il donna à Marc un hochement de tête rassurant alors que Zoé attrapait avec enthousiasme la télécommande sur la table basse et la passait à Jean. Alors que Jean naviguait vers l'émission en ligne, l'excitation de Zoé remplit la pièce, elle tourbillonnait et sautait dans l'espace ouvert du salon, imitant les mouvements des danseurs à l'écran. Jean et Marc la regardaient, sirotant leur boisson dans un silence complice. Boisson en silence complice. « Tu dois être très heureux, » dit Jean à son frère, ses yeux ne quittant jamais la danse joyeuse de Zoé, c'est une enfant douce et talentueuse aussi. Marc hocha la tête, une pointe de mélancolie dans la voix. « Nous avons essayé pendant 10 ans avant de l'avoir, Sophie et moi, nous avions presque abandonné espoir, mais il y a 5 ans, notre petit miracle est arrivé. » Jean tendit la main, tapotant le bras de Marc. « Tu es un homme chanceux, Marc, tu as une belle famille. » Marc leva son verre en un petit toast. « Tu es aussi ma famille, Jean, tu nous as. » Alors que l'équipe préférée de Zoé terminait sa performance, le programme annonça une apparition spéciale d'invités. « Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons une surprise pour vous, veuillez accueillir l'ensemble étoile du Conservatoire de ballet de Marly, se produisant aujourd'hui pour la charité des enfants du monde. » L'excitation de Zoé atteignit de nouveaux sommets alors que les danseuses professionnelles montaient sur scène. Jean se trouva attiré par la performance, admirant la grâce et l'habileté des danseuses, mais alors que la caméra balayait la ligne des 6 femmes dans leur pose d'ouverture, quelque chose attira son œil. Il se pencha en avant, son verre oublié dans sa main. Là, sur les chaussures d'une des danseuses, il y avait un petit nœud. C'était un détail si minuscule, mais il envoya une secousse à travers le corps de Jean. Il attrapa la télécommande, rembobinant la séquence jusqu'au gros plan des danseuses. Maintenant, il le voyait clairement, une femme, et seulement une, portait des chaussures avec un délicat nœud sur le dessus.
La vue transporta Jean 30 ans en arrière, au matin passé à nouer ses mêmes nœuds sur de minuscules chaussons de balai. Son cœur se mit à battre la chamade, un mélange d'espoir et d'incrédulité le submergeant. Marc revint d'un rapide passage aux toilettes, remarquant la concentration intense de Jean sur l'écran. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. Jean ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il mit la vidéo en pause, se leva de son siège et marcha vers la vitrine en verre, ses mouvements presque mécaniques. Avec des mains tremblantes, il récupéra une fois de plus les chaussons de balai d'Adèle. « Marc, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, regarde ça. » Il leva le chausson d'Adèle à côté de l'image figée sur l'écran de la télé. Adèle portait toujours des nœuds sur ses chaussons de balai. Ce n'était pas courant, ça peut en fait rendre la danse un peu plus difficile, mais elle insistait, elle disait que ça la faisait se sentir comme une princesse. Marc regarda du chausson à l'écran et vice-versa, l'incertitude écrite sur son visage. « Jean, qu'est-ce que tu dis? Tu penses que c'est Adèle? N'importe qui pourrait porter des nœuds sur ses chaussures, je pense que tu veux juste croire que ça pourrait être elle, mais je veux dire, quelles sont les chances ?» Jean fixa le visage de la femme sur l'écran, essayant de voir au-delà du maquillage de scène et des années passées. 31 ans, c'est long, Marc, je ne peux pas être sûr à 100%, mais elles ont la même couleur de cheveux et ces nœuds, c'est un groupe de danse professionnel, ils ne portent jamais de nœuds sur leurs chaussures, vérifie par toi-même, regarde toutes les autres équipes dans l'émission. Marc Fils passa une main dans ses cheveux. « Pourquoi tu remets ça sur le tapis maintenant? As-tu mis du Calvados en plus dans ce tonique? » « Non non, insista Jean, ses yeux ne quittant jamais l'écran, je sais comment ça sonne, crois-moi, mais je ne peux pas l'ignorer. » Zoé, sentant le changement d'humeur, leva les yeux vers eux avec des yeux inquiets. « Est-ce qu'on peut continuer à regarder ?» demanda-t-elle timidement. Jean hocha la tête, appuyant à nouveau sur play, mais alors que la performance continuait, ses yeux restèrent fixés sur la danseuse aux chaussures ornées de nœuds, son esprit courant avec des possibilités qu'il avait forcé lui-même à abandonner il y a longtemps. La pièce tomba dans un silence tendu, brisé seulement par la musique de la télé et les halètements occasionnels de délices de Zoé à des mouvements de danse particulièrement impressionnants. Alors que la performance touchait à sa fin, Jean se trouva retenant son souffle, attendant toute information supplémentaire sur les danseuses. Sa patience fut récompensée quand les noms des interprètes commencèrent à défiler au bas de l'écran. Les yeux de Jean balayèrent les noms frénétiquement, son cœur battant dans sa poitrine. Quand il le vit, il eut l'impression que le monde s'était soudain incliné sur son axe. Céleste Laurent, lisez l'écran, âge 35. Il se tourna vers Marc, sa voix urgente mais basse, ne voulant pas alarmer Zoé. « Marc, regarde, l'âge correspond, Adèle aurait 35 ans maintenant, tout colle. » Marc se pencha, étudiant les informations sur l'écran, son scepticisme commençait à vaciller face à la certitude de Jean. « Je suppose qu'il y a une petite possibilité, » concéda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Incapable de rester assis plus longtemps, Jean s'installa sur le canapé et sortit son téléphone. Ses doigts volèrent sur l'écran alors qu'il cherchait des informations sur l'ensemble étoile et le conservatoire de ballet de Marly. La pièce était calme sauf pour le doux tapotement des doigts de Jean sur son téléphone et le volume bas de la télé où la performance de ballet avait commencé. « Marc, viens voir ça », appela Jean, sa voix un mélange d'excitation et d'appréhension. Marc le rejoignit sur le canapé, jetant un œil à l'écran du téléphone. « Il est dit ici que l'ensemble étoile est un groupe de ballet exclusif associé à une famille riche traditionnelle, l'héritage Laurent, expliqua Jean, défilant l'article, ses yeux allant et venant, absorbant chaque détail. Ils sont connus pour leur nature recluse et leur performance sélective. Cet événement de charité, c'est la première fois qu'ils se produisent publiquement depuis des années. » Le front de Marc se plissa alors qu'il lisait par-dessus l'épaule de Jean. « Jean, je sais à quoi tu penses, mais ce sont des gens puissants, tu ne peux pas juste faire des accusations sans preuve. » Jean se leva abruptement, arpentant la longueur du salon, son esprit courait, des années d'espoir dormant soudain éclatant à la vie. « J'ai besoin d'en savoir plus, Marc, je ne peux pas juste rester assis ici et ne rien faire, pas quand il y a ne serait-ce que la plus petite chance. » Il s'interrompit, ses yeux se posant sur la vitrine en verre où les chaussures d'Adèle avaient été remises. Leur vue semblait solidifier sa résolution. « Je vais au commissariat de police, » annonça-t-il, attrapant ses clés de voiture sur le crochet près de la porte d'entrée. Marc se leva,
l'alarme évidente dans sa voix. Jean, attends, réfléchis à ça, la police ne te dira rien, tu le sais. Mais Jean était déjà à moitié sorti par la porte, il se tourna brièvement, s'adressant à la fois à Marc et à Zoé, je ne serai parti que pour un moment, sentez-vous libre de prendre ce dont vous avez besoin, ne m'attendez pas. Alors que la porte se fermait derrière Jean, Marc et Zoé échangèrent des regards inquiets, l'après-midi paisible avait pris un tour inattendu, les laissant tous deux incertains de ce qui allait se passer ensuite. Marc s'enfonça de nouveau dans le canapé, tirant Zoé près de lui, c'est ok, ma chérie, murmura-t-il, plus pour se rassurer lui-même que sa fille, tonton Jean a juste besoin de vérifier quelque chose d'important. Dehors, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers l'allée alors que Jean montait dans sa voiture, le moteur rugit à la vie et il sortit dans la rue, son esprit concentré sur un seul objectif, trouver la vérité sur la danseuse avec le nœud sur ses chaussures. Le trajet jusqu'au commissariat de Caen était court, mais pour Jean, il sembla durer une éternité, chaque feu de circulation semblait s'attarder sur rouge, chaque voiture devant lui avançait à un rythme exaspérant. Ses mains agrippaient fermement le volant, les jointures blanches de tension. Les rues familières de son quartier défilaient en flou alors que son esprit courait avec des possibilités et des questions. Alors qu'il entrait dans le parking du commissariat, Jean prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur battant. Le bâtiment se dressait devant lui, un endroit qu'il avait visité d'innombrables fois au cours des 3 dernières décennies, toujours espérant des nouvelles, toujours partant déçu. Mais cette fois semblait différente, cette fois, il avait quelque chose de tangible, une piste qui pourrait enfin lui apporter des réponses. Jean sortit de sa voiture, l'air frais du soir un contraste saisissant avec la chaleur de l'espoir brûlant dans sa poitrine. Il se dirigea vers l'entrée, chaque pas se sentant à la fois hésitant et déterminé. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un sifflement doux, révélant l'intérieur familier du poste. Au bureau d'accueil, un visage qu'il reconnaissait l'accueillit, l'officier Leclerc leva les yeux de son ordinateur, un éclair de reconnaissance puis de résignation traversant ses traits. « Monsieur Moreau, dit-il, sa voix soigneusement neutre, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Jean s'approcha du bureau, ses mains reposant sur la surface fraîche. « Officier Leclerc, commença-t-il, sa voix basse et urgente, j'ai besoin de savoir s'il y a eu des informations nouvelles, des pistes du tout sur la disparition d'Adèle. » L'officier Leclerc soupira, un son que Jean avait entendu trop de fois au fil des ans. L'officier se tourna vers son ordinateur, ses doigts claquant contre le clavier alors qu'il ouvrait le dossier, un dossier qui était resté inchangé depuis bien trop longtemps. Après un moment qui sembla s'étirer à l'infini, il secoua la tête. « Je suis désolé, monsieur Moreau, il n'y a rien de nouveau, l'affaire est toujours froide. » Les poings de Jean se serrèrent à ses côtés, la frustration et la déception luttant avec l'espoir qui l'avait amené ici. Il prit une profonde inspiration, se stabilisant. « J'ai vu quelque chose aujourd'hui, dit-il, se penchant plus près, à la télé, une performance de ballet, il y avait une danseuse, elle ressemblait à Adèle, elle avait les mêmes cheveux et ses chaussures, elles avaient des nœuds dessus, juste comme Adèle les portait toujours. » L'officier Leclerc s'adossa dans son fauteuil, son expression un mélange de sympathie et de scepticisme. Chaise, son expression un mélange de sympathie et de scepticisme. « Monsieur Moreau, je comprends que vous vouliez croire que c'est elle, mais son nom est Céleste Laurent. » Jean l'interrompit, sa voix montant légèrement, « Pouvez-vous la vérifier s'il vous plaît ?» L'officier hésita un moment, ses yeux scrutant le visage de Jean. Finalement, il se tourna vers son ordinateur. Jean observa anxieusement tandis que l'officier Leclerc tapait le nom, son cœur battant si fort qu'il était sûr qu'il pouvait être entendu dans toute la station silencieuse. Après ce qui sembla une éternité, l'officier Leclerc leva les yeux. « J'ai trouvé une Céleste Laurent dans le système, elle est danseuse de ballet, mais monsieur Moreau, » il marqua une pause, sa voix s'adoucissant, « son profil ne correspond pas à celui d'Adèle, l'âge est le même, mais la date de naissance, le lieu de naissance, tout le reste est différent. Êtes-vous sûr qu'elle lui ressemble ?» Jean secoua la tête avec véhémence, refusant d'accepter ce revers. « C'est dur à dire après tant d'années, mais les chaussures, les nœuds sur les chaussures, ça doit signifier quelque chose. » L'officier Leclerc se frotta les tempes, quand il parla, sa voix était lente et emphatique. « Monsieur Moreau, je sais que vous voulez croire que c'est Adèle, je l'aurais aimé aussi,
mais de là où je suis assis, on dirait que vous imaginez des connexions qui n'existent pas. L'officier se pencha en avant, sa voix baissant, avez-vous envisagé de chercher une aide professionnelle, une thérapie peut-être? Je vous l'ai suggéré avant, je sais, mais vous étiez dans l'armée, ne pas pouvoir protéger votre fille, ne rien pouvoir faire pour la récupérer, ça a dû vous briser, et puis perdre votre femme d'un cancer il y a 7 ans, c'est beaucoup pour n'importe qui. Jean sentit la colère monter dans sa poitrine, chaude et féroce, je suis peut-être un vétéran, mais je ne suis pas délirant, claqua-t-il, sa voix résonnant dans la station silencieuse, je n'imagine pas juste des choses, si vous ne m'aidez pas, je découvrirai par moi-même. L'officier Leclerc se leva, les mains levées en un geste apaisant, Monsieur Moreau, je dois vous conseiller contre ça, s'il vous plaît, réfléchissez à ce que vous dites. Mais Jean avait déjà tourné le dos, marchant à grands pas vers la sortie, alors qu'il poussait les portes, il entendit l'officier Leclerc l'appeler, mais les mots se perdirent dans le rush de sang dans ses oreilles. Dehors, Jean descendit les marches en arpentant, son esprit tourbillonnant, il s'approcha de sa voiture garée de travers dans sa hâte pour entrer, un officier debout à proximité observa le stationnement avec désapprobation, « Monsieur, vous ne pouvez pas vous garer comme ça », dit l'officier, son ton sévère. Jean, déjà sur les nerfs, lutta pour garder sa voix égale, « Je suis désolé, officier, j'étais pressé. » L'expression de l'officier s'adoucit légèrement alors qu'il reconnaissait Jean, « Je laisserai passer cette fois, Monsieur Moreau, mais soyez prudent sur la route. » Jean parvint à peine à hocher la tête en réponse alors qu'il montait dans sa voiture, alors qu'il démarrait le moteur, il savait une chose pour certain, si la police ne l'aidait pas, il devrait prendre les choses en main lui-même. Avec des mains tremblantes, il remonta la vidéo de la performance de ballet une fois de plus, là, dans la description, il trouva ce qu'il cherchait, le nom du lieu, Théâtre Grand de Bourgogne. Une recherche rapide en ligne révéla que le théâtre n'était pas loin, juste dans le quartier voisin. Sans y réfléchir à deux fois, Jean mit la voiture en marche et partit vers sa nouvelle destination, laissant le commissariat derrière lui, alors qu'il conduisait, son esprit courait avec des possibilités, que ferait-il une fois sur place? Que espérait-il trouver? Il n'avait pas de plan concret, juste un besoin écrasant de voir la fille, de voir Céleste de près, de confirmer de ses propres yeux ce que son cœur croyait déjà vrai. Les mains de Jean agrippaient fermement le volant alors qu'il naviguait à travers les rues familières de son quartier, le soleil d'été brûlant filtrait à travers le pare-brise, projetant des contrastes nets de lumière et d'ombre sur son visage, soulignant la détermination gravée dans ses traits, son esprit courait, rejouant la conversation avec l'officier Leclerc encore et encore, la frustration et la déception qui étaient devenues si familières au cours des 3 dernières décennies. Brûlaient dans sa poitrine, mais cette fois, elles étaient mêlées à une détermination farouche. Le trajet prit environ 30 minutes, chaque minute passant augmentant l'anxiété et l'anticipation de Jean, les rues devinrent plus chic, bordées de pelouses manucurées et de maisons imposantes, enfin, il le vit, le Théâtre Grand de Bourgogne, sa façade brillant sous le soleil éclatant de midi, son architecture grandiose se détachant contre le ciel bleu clair. Alors qu'il entrait dans le parking du théâtre, il pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine, il gara sa voiture et resta assis là un moment, essayant de rassembler ses pensées et de calmer ses nerfs, le parking était presque vide, sauf pour quelques voitures qu'il supposa appartenir au personnel ou à d'autres artistes. Jean sortit de la voiture, l'air de midi humide contre sa peau, un contraste saisissant avec la chaleur à l'intérieur du véhicule, il se dirigea vers le bâtiment imposant du théâtre, chaque pas portant un mélange d'hésitation et de détermination. Alors qu'il approchait de l'entrée, son téléphone vibra dans sa poche, le sortant, il vit le nom de Marc clignoter sur l'écran, ce n'est qu'alors qu'il remarqua plusieurs appels manqués de son frère, avait-il vraiment été si perdu dans ses pensées qu'il ne les avait pas entendus? Avec une profonde inspiration, Jean répondit à l'appel, « Allô ?» La voix inquiète de Marc se fit entendre clairement, « Jean, où es-tu? Es-tu encore au commissariat? J'ai essayé de te joindre. » Jean ressentit un pincement de culpabilité, « Je suis désolé, Marc, mon téléphone était avec moi tout le temps, mais je suppose que je n'ai pas remarqué qu'il sonnait. » Il marqua une pause, incertain sur combien révéler, « Je suis au Théâtre Grand de Bourgogne, la police n'a pas aidé, alors j'ai décidé de vérifier cet endroit moi-même. » Il pouvait presque entendre le froncement de sourcils de Marc à travers le téléphone, « Jean, s'il te plaît,
rentre juste à la maison, ce n'est pas une bonne idée. Mais la résolution de Jean était ferme, je ne peux pas, Marc, je suis presque sûr que c'est elle, je suis ici maintenant, alors autant essayer de découvrir quelque chose, peut-être que je peux demander autour, obtenir des informations sur elle ou la compagnie de ballet. Marc soupira lourdement, je sais que rien de ce que je dis ne t'arrêtera, si tu penses vraiment que c'est nécessaire, alors je viendrai aussi, je ne te laisserai pas seul dans ça. Laissez déposer Zoé chez Sophie et je te rejoins là-bas, alors que Jean était sur le point de répondre, un mouvement près de l'entrée du théâtre attira son œil, un groupe de danseuses de ballet, encore en tenue de performance, sortait du bâtiment et se dirigeait vers une limousine noire élégante, parmi elles, il repéra celle qu'il croyait être Adèle. Marc, je dois y aller, dit Jean précipitamment, mettant fin à l'appel sans attendre de réponse. Il se mit à courir vers le groupe, son cœur battant la chamade, mais il était trop tard, quand il arriva près de la voiture, la porte s'était fermée et la limousine s'éloignait du trottoir. Sans hésitation, Jean sprinta vers sa voiture, il ne pouvait pas les perdre maintenant, pas quand il était si proche. Alors qu'il démarrait le moteur et sortait du parking, il pouvait voir la limousine au loin, il envoya un message vocal rapide à Marc expliquant la situation et s'excusant pour la fin abrupte de leur appel. Le trajet les mena à travers des rues sinueuses et dans un quartier exclusif et riche, Jean maintenait une distance sûre, ne voulant pas éveiller de soupçons, les maisons ici étaient plus comme des manoirs, reculées de la route derrière de hauts murs et des grilles ornées. Finalement, la limousine tourna dans une allée privée, disparaissant derrière de grandes grilles en fer. Jean ralentit, se rangeant à quelques mètres de l'entrée, il envoya rapidement un texto à Marc avec l'adresse, ajoutant que cela devait être l'une des propriétés Laurent. Puis, prenant une profonde inspiration pour se calmer, il sortit de la voiture et s'approcha des grilles imposantes, alors que l'après-midi avançait, le calme de la zone n'était interrompu que par le bourdonnement distant des voitures passant et le doux bruissement des feuilles dans la brise. Jean se tenait devant les grilles, son cœur battant, sachant qu'au-delà d'elles se trouvaient les réponses qu'il avait cherchées pendant plus de 3 décennies, avec une main tremblante, il tendit le bras et appuya sur le bouton de l'interphone, le bourdonnement aigu perçant le silence. Le cœur de Jean battait dans sa poitrine alors qu'il se tenait devant les grilles en fer ornées, le vaste domaine au-delà semblait s'étendre à l'infini, un témoignage de la richesse et du pouvoir de la famille Laurent, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers les pelouses manucurées, donnant à la scène une qualité presque surréaliste. Pendant un moment, il hésita, l'énormité de ce qu'il était sur le point de faire pesant lourdement sur lui, mais l'image d'Adèle ou Céleste le poussa en avant, avec une main tremblante, il appuya à nouveau sur le bouton de l'interphone. Il y eut un bref crépitement de statique avant qu'une voix professionnelle et nette ne réponde, « Château Laurent, comment puis-je vous assister ?» Jean déglutit difficilement, son esprit courant pour formuler une explication plausible pour sa présence, « Bon après-midi, commença-t-il, sa voix plus stable qu'il ne le sentait, « Je suis le photographe pour l'équipe de ballet, pour les articles de presse sur la performance d'aujourd'hui, j'espérais prendre quelques clichés supplémentaires. » Il y eut une pause et Jean retint son souffle, certain que son mensonge serait découvert, mais alors, à sa surprise, les grilles commencèrent à s'ouvrir avec un bourdonnement mécanique doux, « Veuillez procéder vers la maison principale », instruisit la voix. Jean franchit les grilles, ses pas crissant sur l'allée de gravier alors qu'il se dirigeait vers le manoir imposant, les terrains étaient impeccables, avec des pelouses parfaitement manucurées et des parterres de fleurs artistiquement arrangés, la lumière chaude de l'après-midi baignait tout dans une lueur dorée, un contraste saisissant avec la tension que Jean sentait monter en lui. Alors qu'il approchait de la porte d'entrée, elle s'ouvrit, révélant une bonne bien habillée, ses yeux s'écarquillèrent légèrement à la vue de Jean, clairement ne s'attendant pas à un visiteur à cette heure. « Bon après-midi, monsieur, dit-elle, son ton poli mais prudent, vous êtes le photographe. » Jean hocha la tête, essayant de projeter un air de confiance qu'il ne ressentait pas. « Oui, c'est exact, j'espère que ce n'est pas trop tard, nous avons raté quelques clichés à la performance et j'espérais compléter l'ensemble ici. » Le front de la bonne se plissa de confusion, mais après une hésitation d'un moment, elle s'écarta, « Veuillez entrer, attendez ici dans le foyer, j'informerai monsieur Laurent de votre arrivée. » Alors que la bonne disparaissait plus profondément dans la maison, Jean se trouva seul dans le grand hall d'entrée, l'opulence de son environnement était accablante, des lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés,
leur lumière se mêlant au soleil chaud de l'après-midi filtrant à travers de hautes fenêtres. Des œuvres d'art inestimables ornaient les murs et des meubles antiques étaient artistiquement arrangés dans l'espace. Mais c'était le son de rires et de bavardages excités qui attira son attention, les voix des danseuses de ballet flottaient dans l'air, une mélodie de bonheur et de camaraderie. Le cœur de Jean se serra au son, si l'une de ces femmes était vraiment Adèle, elle avait vécu ici toutes ces années, entourée de luxe et d'une joie apparente, une petite partie de lui ressentit du soulagement qu'elle n'ait pas souffert, n'ait pas été abandonnée ou pire, mais la plus grande partie de lui ne pouvait pas réconcilier cette vie avec la petite fille qu'il avait perdue il y a si longtemps. Alors que les voix se faisaient plus calmes, Jean entendit la bonne parler à quelqu'un, expliquant sa présence, puis vint le son de pas approchant. Jean se redressa, se préparant à ce qui allait venir. Henri Laurent, l'homme dont Jean avait lu dans l'article lors de ses recherches sur la compagnie de ballet, tourna le coin, l'équipe de ballet le suivant de près, grand et distingué, il semblait être au début de la soixantaine, ses cheveux argentés et son costume impeccablement taillé exudant richesse et influence, avec un sourire exercé, il tendit la main à Jean. Henri Laurent, se présenta-t-il avec fluidité, je ne m'attendais pas à un photographe d'une chaîne de nouvelles à cette heure. De quel média avez-vous dit que vous étiez? L'esprit de Jean courut, saisissant le nom qu'il avait vu plus tôt sur la chaîne en ligne où il avait regardé le ballet à la maison ce matin, France 2, lâcha-t-il, espérant que sa nervosité n'était pas évidente, nous avons raté quelques clichés au théâtre, nous espérions que ce serait d'accord de prendre quelques photos supplémentaires ici. Henri considéra un moment, ses yeux scrutant le visage de Jean, finalement, il hocha la tête, je suppose que ce serait bien, où voudriez-vous installer et où est votre équipement? Le regard de Jean passa d'Henri au groupe de danseuses alignées derrière lui, ses yeux furent immédiatement attirés vers la femme portant les chaussures avec les nœuds distinctifs, elle le regarda en retour avec une curiosité polie, aucun signe de reconnaissance dans ses yeux. La vue d'elle si proche pourtant si distante fit souffrir le cœur de Jean, pendant un moment, Jean se figea, accablé par la situation, puis, se ressaisissant, il dit, je semble avoir laissé mon équipement photo. Dans la voiture, si vous m'excusez, je vais juste aller le chercher rapidement. Il se tourna vers la porte, son cœur battant, mais alors que sa main atteignait la poignée, la voix d'Henri retentit, aiguë et autoritaire, arrêtez. Jean se figea, sa main encore tendue, il entendit Henri aboyer un ordre à son personnel de sécurité et soudain deux hommes en costume noir l'encadraient, leurs mains agrippant fermement ses bras, l'atmosphère dans le foyer changea dramatiquement, la tension crépitant dans l'air comme l'électricité avant une tempête. Le visage d'Henri Laurent s'était transformé de curiosité polie en suspicion froide, ses yeux se plissant alors qu'il étudiait Jean, faites monter l'équipe de ballet dans leur chambre, ordonna Henri à la bonne, son ton sec et autoritaire. Jean observa impuissant alors que les femmes étaient escortées, leurs expressions oscillant entre confusion et inquiétude, son regard se verrouilla sur une danseuse en particulier, la femme qu'il croyait être Adèle, son souffle se coupa alors qu'il scrutait son visage, désespéré pour tout signe de reconnaissance, mais il n'y en avait aucun, elle passa devant lui sans même un second regard, engloutie dans la grandeur du manoir, les lourdes portes se fermèrent derrière la dernière danseuse. Scellant l'espoir de Jean avec elle. Un silence lent et délibéré suivit avant qu'Henri ne se tourne vers lui, son visage indéchiffrable, le calme dans l'air était déconcertant, brisé seulement par le tic-tac distant d'une horloge antique. Je connais personnellement le propriétaire de France 2, dit Henri enfin, sa voix dangereusement calme, il fit un pas mesuré en avant, ses chaussures polies ne faisant presque aucun bruit contre les sols de marbre luisant, nous avions un photographe spécifique à l'événement d'aujourd'hui, un que j'ai personnellement demandé, son regard perça Jean, aigu et évaluant, si des clichés manquaient, c'est lui qui aurait été envoyé ici, pas vous. Jean sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale, mais il tint bon, alors je vous le demande une fois, continua Henri, sa voix baissant plus bas, qui êtes-vous vraiment? Le poids du moment pesait sur Jean, la vérité vacillant au bord de sa langue, son esprit courut, cherchant une issue, mais il savait qu'il n'y en avait pas. N'y en avait aucun, il avait été pris, son mensonge hâtivement construit s'était effondré, le laissant exposé et pourtant, sous la peur serrant sa poitrine, quelque chose de plus fort prit le froid, une décision, s'il tombait, il tomberait en se battant. Jean leva le menton, je m'appelle Jean Moreau, dit-il, sa voix stable malgré l'adrénaline courant dans ses veines,
je suis le père d'Adèle Moreau, je crois que l'une de vos danseuses, Céleste, est ma fille. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, épais et inflexibles, pendant le plus bref moment, quelque chose vacilla sur le visage d'Henri, reconnaissance, peur, mais aussi vite, cela disparut, remplacé par un masque glacé de contrôle. « À Céleste, mon élève préférée, toujours gracieuse dans ses jambes. » Avant que quiconque puisse assimiler ces mots, la colère de Jean surgit comme un raz-de-marée, avec un grognement guttural, il bondit en avant, son poing rencontra la mâchoire d'Henri avec un craquement écœurant, la force réverbérant à travers son bras, la pièce devint silencieuse pendant un battement de cœur, l'impact résonnant plus fort que tout ce qui l'avait précédé. Henri recula en titubant, un regard de choc pur traversant son visage. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» hurla Jean, des années de chagrin et de rage refoulées éclatant dans sa voix. « Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille et aux autres ?» Les gardes de sécurité surgirent en avant, attrapant Jean par les bras, leur prise était contusionnante mais Jean le remarqua à peine, son attention verrouillée sur Henri dont la lèvre portait maintenant un fin filet de sang. Henri expira lentement, reprenant son sang-froid, quand il parla, sa voix était mortellement calme. « N'avez-vous pas entendu comme ces filles étaient heureuses, dit-il, redressant son costume, regardez autour, c'est leur vie de rêve, vous n'auriez jamais dû venir ici. » Ses yeux froids balayèrent Jean avec quelque chose entre amusement et pitié. « Vous ne faites que vous préparer à la déception, vous n'avez rien à leur offrir comparé à ce que je peux. » Puis, avec un subtil hochement de tête aux gardes, il ajouta, « Mais vous avez fait une grosse erreur, emmenez-le au sous-sol. » Jean se débattit contre leur prise mais ils étaient trop forts, ils le traînèrent à travers les couloirs luxueux, ses talons glissant contre les sols polis. Malgré sa situation, il ne put s'empêcher de remarquer l'opulence absolue de son environnement, des lustres en cristal dégoulinant du plafond, des peintures encadrées d'or de performances de ballet, des tapis épais qui étouffaient ses luttes, un contraste saisissant avec la violence du moment. Puis, juste alors qu'ils atteignaient une lourde porte en bois qui menait présumément au sous-sol, l'air fut déchiré par le hurlement perçant de sirènes, tout s'arrêta, les gardes hésitèrent, leur prise se resserrant instinctivement. Le visage d'Henri pâlit, son sang-froid soigneusement maintenu se fissurant enfin, sa tête pivota vers l'entrée où des lumières bleues et rouges clignotantes projetaient des couleurs frénétiques sur les murs immaculés du manoir. « Avez-vous appelé la police ?» exigea-t-il, se tournant sur Jean. Jean, tout aussi stupéfait, secoua la tête. Les yeux d'Henri dartèrent follement avant qu'il n'aboie un ordre sec à ses hommes. « Oubliez-le, nous devons partir maintenant. » Les gardes relâchèrent Jean et se précipitèrent pour suivre Henri qui se dirigea vers ce que Jean supposa être le garage, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, le son de portes de voitures claquant et de voix commandant remplit l'air. « C'est la police, tout le monde reste où vous êtes, main en l'air. » Le soulagement s'écrasa sur Jean comme un raz-de-marée, trébuchant en avant, il poussa à travers la grande entrée, émergeant dans la lumière dorée de l'après-midi, plusieurs officiers envahirent la propriété, armes dégainées, Henri et ses hommes n'avaient nulle part où aller. Puis, debout près d'une des voitures de police, observant la scène se dérouler, Jean vit un visage familier. Marc, une respiration aiguë quitta les poumons de Jean, une surge inattendue d'émotion montant dans sa poitrine, il marcha vers son frère, instable mais déterminé. Marc le rencontra à mi-chemin, agrippant son épaule avant de le tirer dans une étreinte ferme. « Tu es un idiot, » murmura-t-il, sa voix épaisse à la fois de réprimande et de soulagement. Jean laissa échapper un rire tremblant. « Comment as-tu su ?» Marc se recula, lui donnant un sourire ironique. « Je savais que quelque chose n'allait pas quand j'ai eu ton message vocal, tu m'as donné l'adresse et puis tu as arrêté de répondre à mes appels. » Il secoua la tête. « J'ai appelé la police, je leur ai donné les informations, il s'avère que cette propriété est enregistrée sous les Laurent. » Jean expira, absorbant le poids de tout ça. « Donc cet endroit doit être gardé pour l'équipe de ballet. » Marc hocha la tête sombrement. Jean tourna les yeux, suivant les officiers alors qu'ils attachaient des menottes autour d'Henri et de ses gardes de sécurité, à la grande entrée du manoir. L'homme autrefois puissant, maintenant juste un suspect de plus en garde à vue, fut emmené loin du domaine luxueux. Jean observa alors que la police radio pour des renforts supplémentaires. Des moments plus tard, les voitures de police s'éloignèrent, emportant Henri Laurent et ses hommes dans les mains de la justice. Et pourtant, malgré la victoire, quelque chose rongeait encore les tripes de Jean. La bataille n'était pas terminée, son regard se leva vers le manoir, vers les chambres où les danseuses avaient été emmenées. Il était venu si loin,
il avait trouvé l'endroit où Adèle pourrait être, mais maintenant il devait la sauver. Le domaine Laurent, autrefois un tableau de sérénité et d'opulence, s'était transformé en une scène chaotique de lumière clignotante et de voix urgentes. Jean et Marc se tenaient côte à côte, observant alors que plus de voitures de police arrivaient, leurs sirènes perçant l'air calme de l'après-midi, des grandes portes émergèrent à nouveau un groupe de femmes, certaines étaient des bonnes tandis que d'autres étaient les ballerines encore vêtues de leur délicate tenue de performance. Leurs expressions étaient un mélange de confusion et de peur alors qu'elles se serraient les unes contre les autres, guidées par des officiers de police. Le regard de Jean balaya sur elle, son pouce accélérant quand il repéra la femme aux chaussures ornées de nœuds, celle dont il était certain qu'elle était Adèle. La police amena les femmes dans une zone près de leur voiture où un officier commença à les interroger. Jean et Marc s'approchèrent prudemment, tendant l'oreille pour entendre la conversation. « C'est notre maison, » disait l'une des femmes, sa voix tremblante. « Nous vivons ici depuis que nous étions jeunes. » Une autre femme hocha la tête en accord. « Cet endroit est tout ce que nous connaissons, nous n'avons nulle part ailleurs. » Le front de l'officier de police se plissa alors qu'il demandait « Connaissez-vous vos familles, vos vraies maisons ?» La femme avec le nœud sur ses chaussures, Céleste, parla, sa voix claire malgré la confusion dans ses yeux. « C'est la seule famille que nous avons, officier. Monsieur Laurent nous a dit qu'il nous avait sauvés une de mauvais endroits et adoptés, il nous a donné sa maison, même son nom de famille, et dit que nous devrions être fiers d'être ses enfants. » Les autres femmes hochèrent la tête en accord, certaines ajoutant que ce serait un honneur si Laurent avait choisi l'une d'elles pour passer la nuit avec. L'officier de police semblait de plus en plus troublé alors qu'il demandait des clarifications. Céleste continua, sa voix prenant un ton presque rêveur. « Nous croyons que Monsieur Laurent est le leader des adorateurs de la danse de Dieu, il nous entraîne à danser et nous servons le tout-puissant Dieu, c'est un homme saint, officier, vous ne pouvez pas l'arrêter. » Jean, Marc et les officiers de police échangèrent des regards, la réalisation horrifiante les envahissant tous. Ces femmes avaient été complètement lavées du cerveau. Après un moment de silence stupéfait, Jean s'avança, attirant l'œil de l'officier interrogeant. « Puis-je parler avec Céleste ?» demanda-t-il, sa voix rauque d'émotion. L'officier hésita mais hocha ensuite la tête. « Juste pour un moment, nous devrons continuer ça au commissariat. » Jean s'approcha du groupe, ses yeux fixés sur Céleste. « Est-ce que tu te souviens de moi ?» demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Céleste le regarda, son front plissé de confusion. « Non, » dit-elle avec confiance. « Qui êtes-vous » La douleur de ces mots fut comme un coup physique pour Jean, il prit une profonde inspiration, se stabilisant. « Je m'appelle Jean Moreau, » dit-il, fouillant dans son portefeuille et sortant une photographie usée. « Je crois que tu es ma fille, regarde. » Il tendit la photo, pointant les chaussons de ballet portés par la petite fille souriante en tutu bleu. « Vois les nœuds sur les chaussures, juste comme les tiennes. » Céleste fixa la photo, son expression un mélange de confusion et de curiosité. « Je ne me souviens pas, » dit-elle doucement. Jean sentit son cœur se briser à nouveau mais il insista. « Ton nom d'enfance, te souviens-tu de lui ?» Céleste secoua la tête, paraissant de plus en plus distressée. Jean, sentant son malaise, sortit rapidement une autre photo de son portefeuille. Celle-ci montrait une belle femme aux yeux gentils et au sourire chaleureux. « Te souviens-tu d'elle ?» demanda Jean doucement. « C'était ta mère. » Les yeux de Céleste s'écarquillèrent alors qu'elle regardait la photo. « Je pense que oui, » dit-elle lentement. « Oui, je me souviens d'elle, c'était ma maman. » Son front se plissa alors qu'elle continuait. « Mais Henri a dit qu'elle était morte dans un accident de voiture et qu'il m'avait sauvée. » Jean secoua la tête, sa voix épaisse d'émotion. « Non Céleste, ta mère n'est pas morte dans un accident de voiture, elle est décédée d'un cancer il y a 7 ans, nous étions tous les deux dévastés quand tu as disparu avec ta classe de ballet et ton coach. » Céleste fixa la photographie, ses yeux se remplissant de larmes alors qu'elle luttait pour réconcilier ces nouvelles révélations avec la vie qu'elle avait connue. Les autres danseuses regardaient en silence stupéfait, leur propre certitude commençant à s'effondrer. Silence stupéfait, leur propre certitude commençant à s'effondrer avant que Jean puisse en dire plus. Un officier de police intervint. « Nous devons continuer ça au commissariat, » dit-il doucement mais fermement. « Nous avons radio et invité tous les parents qui ont signalé leurs enfants disparus de ce groupe de ballet il y a 31 ans, certains sont déjà en route. » Jean hésita avant de donner à l'officier un petit hochement de tête, reculant à contre-cœur, il pressa la photographie dans les mains de Céleste, l'exhortant silencieusement à s'y accrocher, puis,
Avec un cœur lourd, il se retira, se tenant à côté de Marc alors qu'il regardait les femmes être escortées avec soin dans les véhicules de police. Le poids du moment s'installa sur lui, bien qu'il ait peut-être trouvé Adèle, la joie était éclipsée par la réalité crue de ce qu'elle et les autres avaient souffert. Des années de manipulation, de dévotion aveugle et d'identité volée ne pouvaient pas être défaites en une seule nuit. Allons-y, dit Jean à Marc, sa voix lourde d'émotion, nous irons au commissariat. Alors qu'il marchait vers la voiture de Jean, il ne put s'empêcher de jeter un regard en arrière vers le manoir, un endroit qui avait été une maison pour ces femmes pendant tant d'années. Le soleil de l'après-midi commençait à descendre plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres à travers les vastes terrains. La voiture de police quitta enfin le manoir, ses sirènes s'estompant dans la distance. Tout ce qui restait était le bourdonnement calme de l'équipe d'enquête travaillant méticuleusement pour recueillir des preuves dans le vaste domaine. Jean, encore sous le choc du tourbillon d'événements, prit une profonde inspiration et glissa sur le siège conducteur. Ses mains étaient stables sur le volant alors qu'il suivait la ligne des voitures de police, les lumières clignotantes de 5 véhicules devant lui tranchant à travers les rues assombries. Le trajet jusqu'au commissariat sembla plus long qu'il ne l'était. Les pensées de Jean tourbillonnaient dans un brouillard d'incrédulité, de colère et d'un sentiment d'urgence indéniable. Qu'avait-il juste découvert? Qu'avait été caché derrière ces grilles pendant toutes ces années? Finalement, ils arrivèrent au commissariat. Le parking était déjà rempli de voitures. Jean entra dans le parking, les pneus de la voiture crissant sur le gravier. Il coupa le moteur mais ne bougea pas immédiatement pour sortir. Au lieu de cela, il resta assis là un moment, prenant de profondes inspirations pour se calmer. Marc, sentant le besoin de son frère pour un moment de calme, attendit patiemment sur le siège passager. Marc, je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait vraiment. Après tout ce temps, je suis excité mais en même temps terrifié. C'est comme si une petite partie de moi ne voulait même pas franchir cette porte pour apprendre la vérité. C'est étrange, mais si tu sais ce que je veux dire, tu sais. Marc tendit la main, posant une main rassurante sur l'épaule de Jean. Je sais, Jean, mais nous l'affronterons ensemble, un pas à la fois. Avec un hochement de tête, Jean ouvrit la porte de la voiture, l'air chaud de fin d'après-midi le balayant alors qu'il sortait. Les frères se dirigèrent vers l'entrée du commissariat, le poids du moment palpable entre eux. Alors qu'ils entraient dans le commissariat, Jean sentit immédiatement la tension épaisse et palpable dans l'air. La salle d'attente était bondée d'un groupe de parents, tous debout ou arpentant, leur anticipation anxieuse pesant lourd. Ils lui ressemblaient, nerveux, pleins d'espoir et désespérés pour des réponses. C'étaient des parents qui avaient porté le poids insupportable d'un enfant disparu pendant plus de 3 décennies, leur douleur gravée dans chaque regard fatigué, chaque mouvement agité, chacun s'accrochant à un fil fragile d'espoir. Quand Jean, Marc et les officiers escortant le groupe de ballerines entrèrent, la pièce tomba dans un silence lourd. Chaque œil se tourna vers eux et pendant un bref moment, Jean eut l'impression d'être scruté sous un microscope. Les officiers de police s'avancèrent, levant les mains en un geste apaisant pour atténuer la tension dans la pièce. « S'il vous plaît, tout le monde reste calme », dit fermement l'un des officiers, sa voix tranchant l'air. « Nous devons traiter certaines choses d'abord. Ces femmes sont confuses et nous devons suivre la procédure. Veuillez attendre jusqu'à ce que vous soyez appelés. » Jean hocha la tête, reconnaissant pour le bref moment de clarté. Il se tourna vers Céleste, lui offrant un sourire rassurant alors que l'officier qui les avait conduits dans le commissariat fit signe de les suivre dans le couloir. « Jean, j'attendrai ici, » dit Marc doucement, sa main reposant sur l'épaule de son frère. « Prends ton temps, tu n'es pas seul dans ça. » Avec un dernier regard à son frère, Jean marcha dans le couloir où le détective Girard attendait. L'officier guida Jean et Céleste dans une salle d'interrogatoire austère. Les murs nus et froids, le bourdonnement des lumières au plafond rendait l'espace encore plus vide. « Bonsoir monsieur Moreau et madame », le détective Girard jeta un regard à Céleste. « Madame Laurent. » Céleste répondit, tenant encore au nom. « Très bien, veuillez vous asseoir. D'abord, monsieur Moreau, nous croyons que vous êtes le héros derrière les événements d'aujourd'hui et je voudrais vous exprimer notre gratitude. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que nous faisons tout ce que nous pouvons pour aller au fond de cette situation. » Jean hocha la tête, encore en train de traiter le tourbillon d'événements, mais il n'y avait pas de temps pour s'attarder là-dessus. Il prit son siège, son esprit courant. Le détective Girard continua, son ton se déplaçant vers des méthoeurs plus sérieuses. « J'irai droit au but, permettez-moi, dit le détective Girard,
sa voix ferme mais imprégnée de la gravité de la situation. « D'abord, je voudrais vous assurer que Monsieur Laurent a déjà été traité. » Il marqua une pause, son regard se rétrécissant alors qu'il continuait. « Nous avons interrogé ses gardes du corps et son personnel et c'est pire que nous le pensions. Il s'avère que la plupart du personnel ici, les bonnes et les gardes du corps, étaient aussi des personnes disparues depuis longtemps, des gens de la génération du père d'Henri Laurent. » Jean sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale à ces mots. Il jeta un regard à Céleste, voyant son propre choc reflété dans ses yeux. « Trafic ?» demanda-t-il, sa voix épaisse d'incrédulité. « Enfant. » Le détective dit sombrement. « De jeunes enfants, surtout ceux autour de 4 ans et plus jeunes, ils sont plus faciles à manipuler, plus faciles à effacer leurs souvenirs et à les remplacer par ce que Laurent veut qu'ils croient. Henri Laurent les a lavés du cerveau pendant des années. » Jean déglutit, luttant pour maintenir son sang-froid. « Je peux comprendre le personnel et les gardes du corps, ils kidnappaient des enfants pour le travail afin de sécuriser leur loyauté absolue, mais pourquoi le balai, pourquoi cibler ces filles ?» Le détective Girard échangea un regard avec Céleste avant de répondre. « Nous assemblons encore les pièces, mais le lavage de cerveau et le contrôle semblent être le motif, c'est pourquoi nous devons l'entendre d'elles, les danseuses de ballet elles-mêmes, pour comprendre l'image complète. Mademoiselle Laurent, nous aiderez-vous à comprendre ce qui se passe ici ?» Céleste hocha la tête, son regard dérivant vers ses mains pliées sur ses genoux. Reconnaissant la peur de Céleste, le comportement du détective s'adoucit alors qu'il demandait. « On nous a dit que c'était la première fois que vous aviez performé du ballet en paix. Public, où ailleurs avez-vous et votre équipe dansé avant, mademoiselle Laurent ?» Les yeux de Céleste semblèrent s'illuminer alors qu'elle commençait à parler, le souvenir se déversant d'elle comme une confession. « Nous ne performions qu'à des événements privés, des événements pour des gens riches, » dit-elle doucement, sa voix teintée de révérence. « Henri nous a dit que nous étions des filles d'ange avec un niveau supérieur de technique de ballet et qu'il était le leader des adorateurs d'anges et notre but était de danser magnifiquement pour ces gens de haut statut, pour les servir. Il disait que personne d'autre ne pouvait danser comme nous accomplissions notre but dans la vie, ce pourquoi nous avions été créés. » Il notait chaque performance et à quel point nos invités étaient satisfaits, parlait à Dieu à ce sujet et promettait que nous serions récompensés. La pièce était lourde de silence alors que Céleste continuait, ses mots imprégnés d'un étrange sentiment de fierté. « Nous pratiquions toute la journée chaque jour, du matin au soir, nous ne quittions pas la maison, nous ne regardions jamais de films et nous ne savions rien du monde extérieur. Si nous regardions quelque chose, c'était du ballet. » Et Henri pointait comment nous étions meilleurs que les autres danseurs dehors. La poitrine de Jean se serra avec un mélange de colère et d'incrédulité. Il avait espéré qu'Adèle avait au moins pu vivre une bonne vie heureuse, mais au lieu de cela, il était confronté à la vérité horrifiante de son exploitation et celle des autres filles. Le poids de cela le frappa comme un coup et il lutta pour garder son sang-froid. Le détective insista. « Avez-vous jamais reçu de l'argent de ces gens riches, des gens que vous serviez ?» Céleste secoua lentement la tête. « Non, mais ce n'était pas à propos de l'argent. C'était à propos de servir Henri, le leader des adorateurs, et Dieu, c'était notre récompense. » Jean serra les poings, la rage bouillonnant en lui. Laurent ne les avait pas juste utilisés, il les avait volés de leur vie, de leurs avenirs, tout au nom du contrôle. « Savez-vous quelque chose sur le coach d'Adèle ?» demanda Jean, sa voix tendue. L'expression du détective Girard durcit alors qu'il parlait. Les gardes de sécurité ont confessé que le coach n'était pas partie des kidnappings d'enfants, cependant, il a essayé d'aider les filles à s'échapper. Pour cela, ils l'ont tué, ils ont disposé de son corps dans un incinérateur industriel qu'ils ont dans le sous-sol du manoir. Nous attendons encore que l'équipe d'enquête rassemble plus d'informations de la scène, c'est là qu'ils ont disposé d'autres corps de traîtres. Danseuses qui sont devenues trop faibles, trop malades ou ont perdu leur beauté. Jean ressentit un choc d'horreur et de culpabilité. Pendant si longtemps, il avait suspecté le coach et maintenant il réalisait à quel point il avait tort. Les yeux de Céleste s'écarquillèrent d'incrédulité, son souffle se coupant alors qu'elle murmurait « Je n'ai jamais su ça », sa voix à peine audible. « Nous n'étions jamais autorisés près du sous-sol, mais Monsieur Laurent était toujours si gentil, il ne ferait pas quelque chose comme ça à nous, il nous aime chacune. » Le détective Girard secoua la tête, son expression remplie de sympathie. « Malheureusement Madame Laurent, je suis désolé de le dire mais ce sont les détails que nous avons reçus des gardes de sécurité personnels de Laurent. Il est clair que Monsieur Laurent vous a tous trompés, y compris vos amis,
avec une facilité alarmante, maintenant que vous connaissez la vérité, il est crucial que vous nous disiez tout ce que vous savez sur lui, votre témoignage ainsi que celui des autres ballerines assurera que Monsieur Laurent reçoit la punition qu'il mérite, il pourrait faire face à une peine d'emprisonnement à vie pour ça. Jean hocha la tête, ses pensées encore tourbillonnant, le poids de la vérité pesant sur lui plus fort que jamais. Céleste fixa avec incrédulité les nouvelles informations, son visage un miroir d'émotion. Jean observa son expression changer d'abord vers l'horreur, puis vers la douleur de la trahison, suivie de l'incrédulité et du déni. Finalement, après un long moment, les larmes jaillirent librement comme si elle avait soudain pris conscience douloureuse de combien de sa vie avait été consommée par cet homme. Toute la dévotion, l'adoration maintenant semblait n'être que cendres et vains espoirs. Le détective Girard remarqua que Céleste n'était pas en état de continuer à témoigner et hocha la tête solennellement. Il joignit ses mains, parlant lentement et avec compréhension. Je reconnais le poids de tout cela et je ne vous pousserai pas plus loin pour l'instant, mademoiselle Laurent. Vous nous avez fourni des informations précieuses. Si nous avons des questions de suivi, nous vous contacterons et s'il y a quoi que ce soit que vous avez besoin de nous dire quand vous serez prête. N'hésitez pas à me contacter, c'est une affaire majeure et nous nous attendons à ce que de nouvelles pistes émergent alors que nous parlons à plus de filles et leurs familles. Jean hocha la tête, sentant le poids de tout ce qu'il venait de découvrir s'installer en lui. C'était accablant mais il y avait encore de l'espoir à l'horizon. Merci, dit Jean, sa voix rauque mais sincère, je comprends, nous attendrons de vos nouvelles. Le détective Girard leur donna un petit hochement de tête compréhensif avant de se diriger vers la porte. Sentez-vous libre de rester ici et de prendre un peu de temps, nous appellerons les prochains parents pour leur déclaration dans une autre pièce, prenez soin de vous. Alors que la porte se refermait avec un clic derrière lui, le silence remplit la pièce. Jean se tourna vers Céleste qui tenait une fois de plus la photographie de sa mère et d'elle enfant, ses doigts traçaient les bords de l'image doucement comme si elle se connectait à des souvenirs dont elle n'était pas sûre qu'elle pouvait faire confiance. Pendant un moment, il y eut un silence awkward, le visage de Céleste était rempli de contemplation tranquille mais Jean pouvait voir la tristesse et la confusion sous son extérieur calme. Il s'éclaircit la gorge doucement, voulant combler la distance entre eux. Ce sont tes chaussons de ballet d'enfance préférés, dit Jean doucement, son regard fixé sur la photographie dans ses mains. Ta maman m'a dit que Monsieur Duval, ton coach, t'avait averti d'innombrables fois d'enlever le mais tu insistais toujours pour le garder, tu disais que tu voulais danser comme une princesse. Céleste fixa cela pendant un long moment, son front plissé comme si elle essayait de draguer un souvenir des profondeurs. Lentement elle parla, sa voix distante, j'ai des souvenirs fragmentés de ces chaussons, ils étaient importants pour moi, je pense. Sa voix s'estompa, la confusion évidente dans ses mots. Jean hocha la tête, sortant son téléphone et défilant à travers sa galerie, il le tendit vers elle, montrant une autre image. Si tu regardes de près, tu verras ton nom écrit à l'intérieur. Adèle, c'était ton nom, celui que ta maman t'a donné. Elle était si insistante là-dessus, disant qu'Adèle signifiait lumière brillante. Les yeux de Céleste s'écarquillèrent, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle tendait la main pour le téléphone. Elle étudia l'image avec une concentration intense, ses lèvres bougeant silencieusement alors qu'elle traçait le nom écrit à l'intérieur du chausson. Parfois, murmura Céleste, sa voix à peine audible, quand je pense à maman, j'ai presque l'impression de l'entendre m'appeler Adèle. Pas Céleste, c'est comme si une partie de moi se souvient de ça mais c'est fragmenté, comme des aperçus fugaces d'un rêve qui s'échappe. Le cœur de Jean se serra alors qu'il la regardait lutter avec ses souvenirs. Henri t'a dit que ton nom était Céleste, n'est-ce pas, demanda-t-il doucement. Céleste hocha lentement la tête, une profonde tristesse obscurcissant ses yeux. Je lui ai demandé quelquefois il y a longtemps pourquoi je sentais parfois que mon nom était Adèle, comme si j'entendais la voix de maman m'appeler comme ça. Tu vois, il était un homme très gentil, il visitait notre chambre chaque nuit, à tour de rôle, et nous partagions des histoires. Il écoutait tout ce que nous disions, il n'avait personne d'autre, il était toujours seul mais il aimait notre compagnie, il n'a jamais forcé quoi que ce soit sur nous, ça s'est juste développé naturellement et nous l'aimions tous. Jean sentit une vague de nausée monter dans son estomac à la pensée de l'homme imaginant son visage dans la même chambre que sa fille même si elle était adulte maintenant. Et qu'a-t-il dit quand tu lui as demandé sur ton nom, demanda-t-il, sa voix tendue avec le poids de la pensée. Il a dit que j'avais tort, que mon vrai nom est Céleste mais je ne sais plus. Sa voix se brisa légèrement, le poids de la confusion pesant sur elle comme un nuage d'orage.
Le pouce de Jean plana sur l'écran alors qu'il défilait à nouveau, sortant une autre photo, cette fois de lui et Céleste d'un de ses congés militaires. C'était une photo d'un temps qui semblait si distant maintenant, mais pour Jean, c'était un rappel de la fille qu'il connaissait autrefois, la fille qu'il récupérait lentement. « Je suis désolé de ne pas t'avoir reconnu du tout », murmura Céleste, ses yeux fixés sur l'écran. Jean secoua la tête, son expression s'adoucissant. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, j'étais absent en servant dans l'armée et n'étais pas beaucoup à la maison, ceci étaient des fois où j'étais là, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. Tu étais toujours si pleine de vie, Céleste. Je n'ai jamais douté que tu deviendrais quelque chose d'extraordinaire, tu as toujours eu un talent incroyable. » Céleste prit le téléphone de lui doucement, ses yeux se remplissant de larmes alors qu'elle étudiait la photo. « Je veux en savoir plus sur qui j'étais, » murmura-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Je veux me souvenir, peut-être si je rentre à la maison, je trouverai plus de pièces de moi-même. Je me souviens de flash de comment notre maison avait l'air, c'est juste si fragmenté. » Jean hocha la tête, sa voix douce mais ferme. « Nous prendrons ça lentement, tu peux venir à la maison avec moi, Céleste, je garde encore ta chambre exactement comme tu l'as laissée, si tu es à l'aise avec ça, c'est à toi, tu peux rester aussi longtemps que tu as besoin. » Céleste le regarda, son regard scrutant son visage pour la sincérité. Quand elle la vit, un scintillement de soulagement balaya ses yeux. « J'aimerais ça, je pense que je veux essayer, » dit-elle doucement, puis ses yeux rencontrèrent les siens et avec une détermination nouvelle, elle ajouta, « Et Monsieur Moreau, s'il vous plaît appelez-moi Adèle à partir de maintenant, je veux utiliser le nom que ma maman m'a donné. » Jean hocha la tête, « Et tu peux m'appeler Jean si tu es à l'aise. » Adèle hocha la tête, un petit sourire tirant sur ses lèvres alors qu'elle essuyait doucement les larmes de ses yeux. Elle expira un long souffle stable comme si elle relâchait le poids d'un fardeau qu'elle avait porté pendant bien trop longtemps. Jean sourit, son cœur gonflant de fierté et de chaleur. « Tu es devenue une belle femme, Adèle, à l'intérieur et à l'extérieur, je suis fier de toi, plus fier que tu ne le sais, mais je sais que ça ne sera pas facile, cette guérison, ça va prendre du temps mais nous le ferons ensemble, nous le découvrirons un pas à la fois. » Adèle hocha la tête, son expression s'adoucissant. Elle avait encore un long chemin devant elle et Jean savait qu'il y avait beaucoup de pièces du passé qu'elle devrait réclamer, mais alors qu'il la regardait, il ne put s'empêcher de se sentir plein d'espoir. Il y avait un avenir, aussi incertain soit-il, qu'ils pouvaient construire ensemble. La pièce semblait plus calme maintenant, le poids de leur conversation persistant, mais dans le calme il y avait un sentiment de paix et de restauration. Une compréhension partagée, ils étaient dans ça ensemble et alors que la porte de la pièce s'ouvrait à nouveau, signalant la prochaine partie de leur voyage, Jean serra doucement la main d'Adèle. Ce n'était plus juste à propos de trouver des réponses, c'était à propos de guérir, reconstruire et apprendre à faire confiance à l'avenir une fois de plus.